Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. On te rejoint à l'aéroport, donc si on entend des bruits autour, c'est hors de ton contrôle. C'est normal. Tu vas nous parler de la guerre au Liban, en fait, des frappes israéliennes. Et je fais la parenthèse, je n'ai parlé plus tôt, je sais que pour bien de nos auditeurs, tu vas nous aider à comprendre, mais c'est comme mystérieux, parce que quand Israël bombarde sur le territoire du Liban, la logique, c'est de dire Israël est en guerre contre le Liban. Là. Quand tu bombardes le territoire d'un pays voisin, c'est parce que tu es en guerre. Ce n'est pas le cas. Donc, on bombarde un groupe, le Hezbollah, puis les gens se demandent, mais le Hezbollah, qu'est-ce qu'il fait sur le territoire libanais? Est-ce que le pays, le Liban, est complice? Est-ce qu'ils endurent? Est-ce qu'ils sont pas... Tu sais, c'est quelque chose d'assez unique et difficile à comprendre dans le monde tel que nous, on le conçoit ici, là. Oui, c'est vrai que le Liban, c'est très différent de tout ce qu'on peut imaginer dans le contexte politique canadien. C'est des communautés qui vivent côte à côte, mais qui souvent, ils ont aussi le couteau entre les dents. D'abord, dépenser pour les nombreux Libano-Québécois qui nous écoutent, comme j'imagine qu'il y a des gens qui ont de la famille à Téhéran, ça doit être des heures extrêmement angoissantes. On se ronge les sangs parce que pour l'instant, c'est pas tellement le bilan des morts, quoi qu'il y en ait un, certainement à ce jour plus d'une centaine de morts au Liban, mais c'est les déplacés. Et là, on parle de centaines de milliers de déplacés en 2 temps. Le sud du Liban, au sud du fleuve Litani, donc cette espèce de bande de terrain, puis on reviendra pour expliquer ce que fait là le Hezbollah, et donc une bande de terrain de plus ou moins 30 kilomètres entre la frontière israélo-libanaise et le fleuve Litani. C'est très peuplé, beaucoup de villages, beaucoup de communautés. On a demandé, en fait, quand on a demandé, c'est l'armée israélienne a demandé aux populations locales d'évacuer, comme elle a demandé hier à 400 000 habitants plus ou moins qui vivent au sud de Beyrouth, dans la banlieue sud, pas très loin de l'aéroport, d'évacuer, comme si les Israéliens étaient souverains au Liban, parce que c'est des ordres d'évacuation qui ne sont pas contestés par le gouvernement libanais, qui, on le comprend, est fragile, sinon même impuissant, et qui avait, depuis novembre 2024, appuyé par la France et d'autres puissances, mais beaucoup la France, avait pour mission, parce qu'en novembre 24, on a signé un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, qui attaque souvent du sud du Liban le territoire israélien, cessez-le-feu, qui est d'ailleurs le point de départ du mouvement qui converge vers la capitale syrienne, Damas, pour faire tomber le gouvernement. Dans les 24 heures après le cessez-le-feu, en novembre 24, on voit le mouvement qui part à la périphérie, près de la frontière israélo-libanaise, et tu vois le gouvernement qui tombe dans les semaines, Bachar al-Assad, dans les 15 jours qui suivent. Ce cessez-le-feu était intervenu entre le Hezbollah donc, et Israël, qui se font la guerre depuis très longtemps. Le Hezbollah, c'est d'une certaine manière le bras armé de l'Iran, ce qu'on appelle les proxys, les mandataires. Il y avait par moment le Hamas. Mais c'est parce que quand on le décrit comme ça, on se dit, bon, une milice, tout ça. Moi, je l'ai jamais compris que tant que quelqu'un m'a pas dit clairement, oui, mais tu sais, le Hezbollah, là, ils sont bien plus forts que l'armée. C'est un État dans l'État. Oui, mais ils sont bien plus forts que l'armée libanaise. L'armée officielle du Liban pourrait pas combattre le Hezbollah. Et c'est ça, l'armée libanaise, elle est intercommunautaire. Donc, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des chrétiens, maronites, il y a tout ce qui, politiquement, pèse dans l'équation démographique et intercommunautaire au Liban. Et le Hezbollah s'est installé beaucoup dans le sud du Liban pour suppléer à un État central libanais qui, depuis la guerre civile, et depuis aussi qu'il n'y a plus de guerre, ne s'est jamais franchement remis, qui est pauvre, qui est étriqué et qui n'arrive pas à fournir tous les services. Et le Hezbollah, c'est une organisation caritative, il y a des hôpitaux, il y a de l'aide sociale, il y a des écoles. Donc, c'est mais il y a des lance-roquettes aussi. Comment dis-tu? J'ai dit, il y a des hôpitaux, des écoles, des services communautaires dans le Hezbollah, mais il y a aussi des lance-roquettes. Il y a des lance-roquettes et il y a des ministres du Hezbollah qui sont au gouvernement. Donc, 2 ministres, je pense, 2 portefeuilles de ministres. Donc, il faut comprendre que c'est une organisation politique qui a aussi une milice. Alors, dans n'importe quelle autre société, tu te diras, peut-on imaginer que le Bloc ou le Parti conservateur, en plus d'avoir ses activités politiques, ait une milice armée? Non. Au Liban, c'est possible. Ça a été toléré. Et je te disais tout à l'heure que les Libanais, le gouvernement et
appuyé par les Français, devait depuis novembre 24 désarmer cette milice, comme d'ailleurs le fameux Conseil de la paix de Donald Trump doit à terme désarmer ce qui reste du Hamas, qui l'est toujours et qui n'a pas rendu les armes à Gaza. Ça ne s'est pas fait. Et qu'est-ce qu'a fait le Hezbollah dans les jours qui ont suivi le début des opérations militaires israélo-américaines? Ils ont lancé quelques roquettes sur Israël, comme ils l'ont toujours fait. C'était historiquement une des polices d'assurance-vie du régime iranien que d'avoir à la frontière d'Israël ces milices très organisées, très armées. Et tu l'as dit, à certains égards, plus puissante que ne l'est l'armée nationale libanaise. Alors, cette armée nationale qui est faite, comme je le disais tout à l'heure, de toutes ces communautés et de gens qui peuvent être sensibles aux intérêts du Hezbollah aussi, cette armée nationale n'a pas désarmé depuis 17 mois. La milice, elle est toujours capable d'attaquer, on l'a vu, elle est affaiblie parce qu'Israël livre une guerre au Hezbollah depuis très longtemps. Elle est affaiblie, mais pour autant encore capable. Et au moment où elle était très forte, c'était évidemment, je le répète, la police d'assurance-vie de l'Iran qui disait, en tout temps, si vous nous attaquez, on a à votre frontière une puissance, une milice, une petite armée, des dizaines de milliers de miliciens très bien organisés, disciplinés, capables de frapper. Et on se souvient tous de l'opération des pagettes, des beepers, qui étaient destinés à décapiter, disons-le comme ça, une partie des leaders du leadership du Hezbollah, puis à défaut de les tuer, de faire en sorte qu'ils soient blessés, sanglants, facilement identifiables, à l'époque où Israël menait sa guerre contre Gaza, mais aussi contre tous ceux qui appuient Gaza, donc le Hezbollah. Et aujourd'hui, sous prétexte de cette attaque il y a 48 heures, Israël, qui avait probablement parfaitement anticipé, il y a beaucoup de militaires qui ont été mobilisés. Il y aura une occupation du sud du Liban par l'armée israélienne. Certains disent que les Israéliens pourraient aller jusqu'à Beyrouth. La dernière fois qu'ils ont fait ça en 1982, ça n'a pas été du tout élégant. Entre-temps, il y a des opérations de bombardement très sérieuses dans le sud ou au sud de Beyrouth, parce qu'on soupçonne que, comme pour le Hamas à Gaza, le Hezbollah est sous des édifices civils, sous des édifices appartements, des bunkers, des tunnels où de l'équipement peut être stocké et où le leadership qui n'a pas encore été tué peut se réfugier. Et c'est ce qu'ils ont demandé hier à 400. Alors, essaye d'imaginer. C'est une des villes les plus peuplées, densément peuplées de la région. C'est un tout petit quartier. Et tu dis à cette population, vous devez évacuer parce qu'on va bombarder. Immédiatement, c'est le chaos total. D'abord parce que évacuer en tout temps, quand ça va pour bien, aller se où, déplacer là, à Beyrouth, je sais pas. Moi, j'ai été à Beyrouth 3 fois, puis se déplacer, toujours un cauchemar quand ça va bien. Alors, quand ça va mal, t'es pris. Puis si t'es pas mobile, si t'es âgé, si t'as des enfants, très difficile. Alors évidemment, Israël ne veut pas, disent-ils, de dommages collatéraux, mais ils deviennent difficilement évitables dans les circonstances. Et pendant tout ce temps-là, tu as un gouvernement national au Liban qui est totalement impuissant. On les entend même pas. Faire valoir ça. Non, il n'y a pas de contre-éducation. Ils n'ont pas dit aux populations, non, vous ne devriez pas faire ça. Ils sont juste les témoins médusés de ce qui se passe. C'est catastrophique parce que ça sera une catastrophe humanitaire. Ces gens-là ne vont pas rentrer dans leur maison la semaine prochaine. Tous ceux qui sont partis du Sud se dirigeaient probablement vers Beyrouth, où on espère que des amis ou de la famille peuvent te donner un coup de main. Puis, une partie de la population du Sud chiite se dirigeait vers ces quartiers qui sont près de l'aéroport, qui ont été évacués hier. Donc, où va tout ce monde-là? Puis, il va y avoir des contacts entre des gens qui ne s'aiment pas beaucoup, la population sunnite et la population chiite, par exemple. Et il y a fort à parier qu'ils ne seront pas les chiites du Sud ou des quartiers sud de Beyrouth accueillis à bras ouverts à Tripoli, par exemple, au nord, ou ailleurs, où tu as des populations sunnites qui sont historiquement pas des grands amis. Et je te disais, la dernière fois que l'armée israélienne était près de Beyrouth, c'est un contexte historique complètement différent. C'était la guerre civile, mais l'armée était à livrer une guerre à l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, qui s'étaient réfugiés au Liban. On voulait les faire sortir parce qu'ils constituaient aux yeux d'Israël une menace. Et dans le cadre de ces opérations, tu es assez vieux pour t'en rappeler, il y avait eu les massacres de Sabra et Shatila
alors que des camps de réfugiés encerclés par l'armée israélienne ont été pénétrés par des phalangistes chrétiennes qui sont venus régler leur compte à des ennemis palestiniens. C'est pas des Israéliens qui étaient à la manœuvre, mais ça a coûté très cher politiquement à Ariel Sharon à l'époque, et c'est un souvenir très douloureux de ce que c'est. C'est différent, pour dire le moins, intracommunautaire ou infracommunautaire, parce que ça se joue aussi au sein des communautés, et entre communautés, peut être totalement explosif au Liban. Je n'annonce rien, je ne sais pas, sinon que tout le monde nous met en garde, effectivement, contre ces déplacements de population et ce que ça pourrait engendrer de cohabitation difficile entre des gens qui vivent normalement, chacun dans leur village, leur communauté. C'est vrai aussi à Beyrouth, c'est un quartier chrétien, c'est un quartier et les gens restent pour l'essentiel dans leur zone. Et là, tout ça va être brouillé. On espère que ça restera le plus pacifique possible. Sinon, pour les bombardements qui vont faire très mal à Beyrouth, au tissu urbain, qui vont faire des dommages collatéraux, et qui annoncent peut-être... Ouais, c'est parce que pendant que tout le monde regarde vers l'Iran, qui est comme le foyer principal de la guerre, moi je trouve depuis 24-48 heures, tu te dis OK, mais c'est aussi gros, sinon encore plus gros, là, ce qui se passe d'une certaine façon sur le plan humain au Liban. Mais on va surveiller ça au cours des prochains jours. Merci, bon voyage. Je te retrouve lundi de Athènes.